Les familles sont censées être les personnes en qui nous avons le plus confiance. Pourtant, parfois, l'impensable se produit. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 5 des massacres familiaux les plus choquants de l'histoire. De véritables récits d'événements tragiques et horribles qui ont brisé des familles. Chaque affaire révèle un cauchemar pourtant bien réel. Le 24 décembre 2008, à Covina, en Californie, Joseph Papajo, Ortega et son épouse Alicia organisaient comme chaque année leur traditionnel réveillon de Noël, une fête familiale remplie de joie et de convivialité. Leur maison était pleine de proches venus célébrer ensemble, enfants, petits-enfants, l'ambiance était chaleureuse, on mangeait, on jouait, on riait. Mais vers 23h30, alors que la soirée se calmait, quelqu'un frappa à la porte. C'est Katrina, 8 ans, qui alla ouvrir. Elle découvrit un homme déguisé en Père Noël portant des cadeaux, mais ce n'était pas un simple visiteur festif. Il s'agissait de Bruce Jeffrey Pardo, 45 ans, l'ex-mari de Sylvia Ortega Pardo, elle-même présente à la fête. Récemment divorcé, Pardo nourrissait une profonde rancune envers Sylvia. Il était furieux d'avoir été condamné à lui verser $10 000, convaincu qu'elle avait gaspillé l'argent. Il était aussi amer d'avoir perdu la garde de son chien. Cette colère couvait depuis plusieurs semaines. Pardo était venu déguisé, armé jusqu'aux dents avec des armes dissimulées et un lance-flamme artisanal caché dans les cadeaux. Sans avertissement, il pointa une arme sur la petite Katrina et la blessa. La panique éclata. À l'intérieur, la famille tenta de réagir. James Ortega fut l'un des premiers touchés. Charles cria que c'était Bruce et hurla à tout le monde de fuir juste avant d'être atteint. Certains se réfugieraient sous les tables, d'autres derrière des meubles, certains tentèrent de protéger les enfants. La scène vira rapidement à l'horreur. Pardo continuait de tirer sur les membres de la famille pendant que d'autres essayaient de s'enfuir. Laeticia Ortega, la mère de Katrina, fit preuve d'un grand courage en évacuant plusieurs enfants vers la sortie. Les voisins, alertés par les cris et les flammes qui s'élevaient de la maison, appelèrent immédiatement les secours. À court de munitions, Pardo utilisa son dernier cadeau, un lance-flamme artisanal. Il aspergea la maison d'essence et y mit le feu. En quelques instants, l'habitation fut engloutie par des flammes de plus de 15 mètres de haut. Les pompiers mirent plus d'1h30 à maîtriser l'incendie. Quand le feu fut éteint, le bilan était tragique. 9 membres de la famille, dont Papajo et Alicia, avaient péri. Certains corps ne purent être identifiés que grâce à leur dossier dentaire, tant les flammes avaient été intenses. Parmi les victimes figuraient James et Charles Ortega, Alicia, Sylvia, leur belle-fille Teresa, leur petit-fils Michael et l'épouse de Charles, Cherie. La plupart furent retrouvés dans le salon, là où toute la famille était réunie avant le drame. 3 personnes survécurent, mais gravement blessées. Katrina, bien qu'atteinte par balle, survécut. Une adolescente de 16 ans fut touchée en fuyant et une jeune femme de 20 ans s'échappa en sautant d'une fenêtre à l'étage, se fracturant la cheville. Le fait qu'il y ait eu des survivants fut un maigre soulagement au vu de l'ampleur de la tragédie. Pardo prit la fuite jusqu'à la maison de son frère, à près de 60 km de là, où il mit fin à ses jours. Son costume de Père Noël avait fondu sur sa peau à cause des flammes, provoquant de graves brûlures. Sa voiture, garée à proximité, était piégée d'explosifs que la police neutralisa. À l'intérieur, les enquêteurs retrouvèrent des liasses de billets scotchés à ses jambes, laissant penser qu'il avait prévu de fuir. Un billet d'avion pour l'Illinois fut également découvert, preuve qu'il envisageait de s'échapper, mais cela n'arriva jamais. D'autres armes et dispositifs incendiaires furent retrouvés à son domicile, confirmant que l'attaque avait été soigneusement préparée. Ce drame a profondément marqué la famille Ortega. Laeticia, désormais responsable de Katrina et d'autres enfants survivants, a tout fait pour les aider à se reconstruire. Chaque année, la famille se rend au cimetière le soir de Noël pour honorer la mémoire des disparus, tentant de perpétuer les traditions malgré la douleur. Les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire gardent encore contact avec la famille, surtout pendant les fêtes, pour leur apporter du soutien. Des années plus tard, les survivants continuent d'honorer ceux qu'ils ont perdus, puisant leur force dans l'amour familial soudé à jamais par le souvenir de cette nuit tragique. Le 11 mai 2012, sur Victory Road, à Derby, en Angleterre, un incendie tragique a ravagé la maison de la famille Philpott. Les flammes ont coûté la vie à 6 enfants. Jade, John, Jack, Jesse, Jaden et Duane, âgés de 5 à 13 ans. Piégés dans la maison alors que le feu se propageait rapidement, ils n'ont eu aucune chance de s'échapper, la fumée et les flammes bloquant toute issue. Au début, leur père, Michael Philpott, apparaissait comme un père en deuil. Mais rapidement, les enquêteurs ont mis au jour des éléments troublants qui ont révélé une histoire bien plus sombre. Michael, alors âgé de 56 ans, avait un lourd passé de comportement dominateur et violent, notamment envers les femmes. Dans son quartier, il était connu pour son caractère instable. Il vivait avec son épouse, Mary Philpott, et son ex-compagne, Lisa Willis. Tous les trois partageaient une maison HLM de 3 chambres.
Michael avait eu 6 enfants avec Merid et 4 autres avec Lisa, soit un total de 10 enfants sous le même toit. Cette configuration familiale peu commune attirait l'attention, d'autant que Michael alternait ses nuits entre Merid et Lisa. Merid avait fini par accepter cette situation. La famille vivait essentiellement des aides sociales, ce qui leur valait de nombreuses critiques du public. Michael était même apparu à la télévision, notamment dans l'émission The Jeremy Kyle Show, où il avait été vivement critiqué pour sa dépendance aux allocations. Sa maison était souvent désignée par les médias comme le symbole d'un certain culot sans gêne, mais Michael semblait s'en amuser, appréciant même cette notoriété douteuse. En février 2012, tout a basculé. Lisa Willis a quitté le foyer avec ses enfants, prétendant partir pour une sortie anodine. Elle n'est jamais revenue, laissant Michael et Mered derrière elle. Cette séparation a profondément bouleversé Michael, connu pour sa possessivité. Il a harcelé Lisa de messages et d'appels pour la convaincre de revenir. Selon l'accusation, cette obsession l'aurait poussé à élaborer un plan macabre, un plan destiné à récupérer la garde des enfants partis avec Lisa. D'après les procureurs, Michael aurait décidé d'incendier sa propre maison dans le but d'accuser Lisa. L'idée était de déclencher un petit feu, puis de sauver héroïquement les enfants, faisant croire que Lisa, jalouse et rancunière, avait voulu nuire à sa famille. Mais Michael semble avoir mal évalué la rapidité avec laquelle le feu se propagerait, ou il en a simplement sous-estimé les conséquences. Dans la nuit du 11 mai, Michael, Mered et un ami nommé Paul Mosley sont passés à l'action. Ils ont versé de l'essence dans la maison avant d'y mettre le feu. Mered a ensuite appelé les secours, simulant la panique, mais l'incendie est devenu incontrôlable. Ce qui devait être une mise en scène s'est transformé en drame absolu. Les voisins ont tenté d'intervenir, mettant leur propre vie en danger pour sauver les enfants, mais la fumée et les flammes étaient trop intenses. Les pompiers, une fois sur place, ont trouvé les enfants inconscients et n'ont malheureusement pu en sauver aucun. Les 6 enfants ont péri dans les flammes, plongeant tout le quartier dans l'effroi. Les jours suivants, le comportement de Michael a intrigué la police. Loin d'afficher un chagrin profond, il semblait détaché, voire anormalement enjoué. Lors d'une conférence de presse, son attitude excessive et son absence visible d'émotion ont choqué l'opinion publique. La police du Derbyshire a alors renforcé sa surveillance, plaçant Michael, Mered et Mosley sous écoute dans une chambre d'hôtel. Les enregistrements ont révélé des discussions compromettantes dans lesquelles Michael conseillait aux 2 autres ce qu'ils devaient dire, montrant clairement une tentative organisée de dissimuler la vérité. L'enquête a aussi révélé des éléments accablants sur le passé de Michael. Il avait un casier judiciaire et avait notamment agressé une ex-compagne en 1978 après leur rupture. Des témoins à la barre ont décrit un homme manipulateur, dominateur et capable d'intimidation physique et psychologique, en particulier envers Lisa. Le portrait qui se dessinait était celui d'un homme obsédé par le contrôle, prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Finalement, Michael, Mered et Mosley ont été reconnus coupables d'homicide involontaire. Le jury a conclu qu'ils étaient tous responsables de la mort des enfants, Michael ayant planifié l'incendie avec l'aide des 2 autres. Lors de la sentence, la juge, Madame Justice Thirlwall, a souligné l'égoïsme et l'irresponsabilité de leurs actes, précisant que les enfants étaient morts parce que Mered avait choisi de soutenir Michael au lieu de protéger ses propres enfants. Michael a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 15 ans. Mered et Mosley ont chacun écopé de 17 ans de prison, avec une obligation de purger au moins la moitié de leur peine. Des années plus tard, Mered a été libéré après avoir purgé la moitié de sa peine, ce qui a provoqué l'indignation de nombreux citoyens. La députée locale, Pauline Latham, s'est dite choquée par cette décision, affirmant que Mered aurait dû purger sa peine complète, étant donné la mort tragique de 6 jeunes enfants. La communauté de Derby reste profondément marquée par cette tragédie, tout comme les proches des enfants présents lors du procès pour faire face à l'horrible vérité derrière leur perte. C'était une matinée ensoleillée du 10 mars 2024 à Manoa, un quartier paisible d'Honolulu. Les habitants vaquaient à leurs occupations habituelles sans se douter de la tragédie qui était en train de se dérouler tout près. La famille Oda vivait dans une maison située sur Wallowa Place, Paris, un chiropracteur bien connu dans la région, son épouse Naoko et leurs 3 enfants. Les Oda étaient discrets mais sympathiques, souvent présents lors des événements communautaires et des célébrations. Mais ce jour-là, leur destin allait basculer. Paris, 46 ans, vivait depuis des années sous une pression immense. Des problèmes financiers, des impôts impayés et des affaires judiciaires s'étaient accumulés en silence. En apparence calme et posée, Paris luttait en réalité contre des pressions que personne ne soupçonnait vraiment. Ce matin-là, des voisins ont entendu des voix s'élever dans la maison des Oda. Comme les disputes de couple ne sont pas rares, ils n'y ont pas prêté plus d'attention. Vers 8h30, la police d'Honolulu reçoit un appel signalant une altercation. Les agents se rendent sur place, frappent à la porte, mais n'observent rien de suspect.
N'ayant trouvé aucun signe de danger immédiat, ils repartent. Mais 45 minutes plus tard, un nouvel appel est passé. Cette fois, il provient d'une femme qui loue un logement au rez-de-chaussée de la maison. Terrifiée, elle raconte avoir entendu des bruits inquiétants, des cris, des bruits de lutte. Elle s'est enfermée à clé dans sa chambre. Puis, elle a vu du sang passer sous sa porte. Elle comprend alors l'ampleur de la situation. La police revient aussitôt. La porte d'entrée est verrouillée. En regardant par la fenêtre, les agents aperçoivent un corps inerte au sol. Ils entrent par l'arrière et découvrent une scène bouleversante. Paris est retrouvé sans vie dans le couloir, portant des blessures visibles. Dans la maison, sa femme Naoko et leurs 3 enfants. Sakurako, 17 ans, Orion, 12 ans, et Nana, 10 ans, sont également retrouvés, tous victimes d'attaques similaires. Les blessures indiquent qu'ils ont probablement tenté de se défendre. La nouvelle choque profondément la communauté d'Honolulu. Les voisins, qui voyaient en eux une famille ordinaire, n'en reviennent pas. M. Wakai, une voisine, résume ce que beaucoup pensent, c'est un quartier calme, ce genre de choses n'arrive pas ici. Les enquêteurs commencent alors à creuser le passé de Paris. Il faisait face à des arriérés d'impôts, à des dettes importantes et à une plainte pour loyer impayé de son cabinet entre 2017 et 2021. Il avait réussi à régler une partie de ses dettes, mais la pression financière persistait. Pendant la pandémie, il avait obtenu un prêt, plus tard annulé, mais cela n'avait pas suffi à redresser sa situation. Paris avait commencé à vendre ses biens personnels, sa voiture, des objets du foyer, pour subvenir aux besoins de sa famille. En janvier, il avait même tenté de vendre un second bien immobilier. En février, il avait confié à Naoko l'ampleur de ses dettes fiscales, craignant des répercussions graves. Il travaillait également comme chauffeur Uber pour arrondir les fins de mois. Dans certains messages à Naoko, il exprimait sa profonde inquiétude quant à l'avenir et son sentiment d'impasse. Ils avaient même envisagé de déménager au Japon comme possible échappatoire. Un membre de la famille a révélé des textos où Paris disait se sentir épuisé, incapable de croire que quelqu'un d'autre pourrait s'occuper de sa famille. Il se sentait coincé, sans issue. Dans les semaines précédant le drame, Paris avait demandé à quelqu'un s'il pouvait se procurer une arme, mais n'est jamais allé au bout de cette démarche. À un proche, il avait confié qu'il préférerait tout abandonner plutôt que d'affronter les conséquences de ses dettes. Ces signes montraient à quel point il était au bord du gouffre. Les autorités estiment aujourd'hui que les actes de Paris étaient prémédités, motivés par la peur de tout perdre et la conviction qu'aucun autre ne pourrait prendre soin de sa famille. L'accumulation de dettes, l'arrivée de la période fiscale et la peur de s'effondrer l'auraient mené à une décision tragique. L'enquête se poursuit, tandis que la communauté pleure la perte de la famille Oda. Devant leur maison, des fleurs, des bougies et des souvenirs s'accumulent, témoignages silencieux d'un quartier en deuil. Beaucoup se posent aujourd'hui la même question, et si Paris avait demandé de l'aide ? Cette tragédie aurait-elle pu être évitée si quelqu'un avait pu soulager à temps ses difficultés financières ? C'était le matin du 22 avril 2024 à Yukon, dans l'Oklahoma, une banlieue tranquille près d'Oklahoma City. La famille Canty vivait dans la rue Mirage et était très appréciée dans le quartier. Jonathan Canty, 42 ans, était un père jovial, connu pour son sens de l'humour, tandis que son épouse Lindsay, 39 ans, était une mère dévouée à leurs 4 enfants, Dylan, 18 ans. Ethan, 14 ans, Lucas, 12 ans, et leur plus jeune fils, âgé de 10 ans, dont le prénom n'a pas été rendu public. La famille participait activement à la vie locale entre événements scolaires et matchs de sport. Mais ce matin-là, un drame allait bouleverser leur existence à jamais. À une heure encore non précisée, un appel au 911 est passé depuis la maison des Candy. C'est le plus jeune fils qui appelle. Réveillé, il découvre que sa famille Ellie ne réagit pas. La voix tremblante, il explique à l'opérateur que quelque chose ne va pas. À leur arrivée, les policiers trouvent une maison calme en apparence, mais à l'intérieur, la scène est bouleversante. Jonathan, Lindsay et leurs 3 aînés sont retrouvés sans vie, tous présentant des blessures graves. Une arme à feu est retrouvée près du corps de Jonathan, ce qui pousse les enquêteurs à penser qu'il est l'auteur du drame. Selon les premières hypothèses, Jonathan aurait d'abord tué Lindsay, puis les 3 enfants les plus âgés. Le plus jeune aurait survécu, peut-être parce qu'il dormait porte fermée, avec un ventilateur en marche, ce qui aurait masqué les bruits de la tragédie. Aucun signe d'effraction ou de lutte n'a été relevé, renforçant la piste d'une tragédie familiale. Une question persiste chez les enquêteurs, pourquoi l'enfant le plus jeune a-t-il été épargné ? Le garçon a plus tard raconté avoir entendu une alarme incendie dans la nuit, mais s'être rendormi, ignorant la gravité de la situation. Ce n'est qu'au matin qu'il a découvert l'horreur. La communauté locale est sous le choc. Rien ne laissait présager un tel drame, aucun antécédent de violence domestique, aucune intervention policière connue. Les amis et voisins n'en reviennent pas. Les Candy semblaient être une famille heureuse et unie. Les proches de Lindsay, notamment, sont anéantis. Ils préfèrent rendre hommage à Lindsay et aux enfants, tout en prenant leur distance avec les actes de Jonathan. Les hommages affluent rapidement alors que la ville pleure ses disparus.
Lindsay est décrite comme une mère attentionnée, investie dans la vie de ses enfants. Dylan, qui s'apprêtait à obtenir son diplôme de fin de lycée, avait un avenir prometteur. Ethan, passionné de baseball, et Lucas, connu pour sa gentillesse, laissaient eux aussi une empreinte positive. Les réseaux sociaux se remplissent de messages de condoléances dans un élan collectif de deuil. Le plus jeune garçon a été confié à des membres de sa famille. Sa tante SR donne régulièrement des nouvelles. Une cagnotte GoFundMe a été lancée pour subvenir à ses besoins futurs, notamment pour sa thérapie et son éducation. Bien qu'il n'ait pas été blessé physiquement, le traumatisme émotionnel est profond et durable. Malgré l'élan de soutien, de nombreuses questions restent sans réponse. Le sergent Gary Knight, de la police d'Oklahoma City, admet que l'on ne saura peut-être jamais pourquoi Jonathan a épargné son plus jeune fils. Les spéculations vont bon train, mais aucune explication claire n'émerge. Était-ce un choix délibéré, ou le garçon a-t-il simplement été sauvé par sa porte fermée et le bruit du ventilateur? Ce mystère hante toujours la communauté. L'enquête se poursuit, mais les recherches dans le passé familial n'ont révélé aucun motif évident. La famille Candy a publié un communiqué exprimant sa douleur et sa perplexité. « Nous sommes dévastés et remplis de questions sans réponse. L'humour et l'amour de Jonathan pour sa famille faisaient partie de son identité. S'il vous plaît, prenez soin de vos proches. » Après le drame, la communauté s'est mobilisée autour du jeune survivant. La famille a exprimé sa profonde reconnaissance pour tout le soutien reçu. Des cérémonies commémoratives ont été organisées pour Lindsay, Dylan, Ethan et Lucas. L'équipe de baseball d'Ethan a même rendu un hommage spécial à son jeune joueur disparu. Même si l'on ne comprendra peut-être jamais totalement les raisons de cette tragédie, l'histoire de la famille Candy rappelle une dure réalité. Même les familles les plus joyeuses peuvent cacher des souffrances profondes et invisibles. En août 2023, la paisible ville d'Uniontown dans l'Ohio a été bouleversée par un drame tragique qui a profondément choqué la communauté. 5 membres de la famille Dunham, Jason, 46 ans, son épouse Melissa, 42 ans, et leurs enfants René, 15 ans, Amber, 12 ans, et Evan, 9 ans, ont été retrouvés morts dans leur maison. Les autorités soupçonnent un grave conflit familial, mais les détails exacts restent flous. La vie apparemment ordinaire de cette famille a pris une tournure déchirante, laissant les habitants d'Uniontown désemparés face à ce qui a bien pu se passer. L'inquiétude a commencé à monter lorsque Melissa, comptable dévouée chez Bobert Marke-Fedorovich, BMF, ne s'est pas présentée au travail pendant 2 jours. Très impliquée dans son métier et dans la vie locale, son absence a été immédiatement remarquée. Elle venait d'être promue associée chez BMS et participait activement aux activités des Girl Scouts avec ses filles. En parallèle, les 3 enfants Dunham avaient eux aussi manqué 2 jours d'école, ce qui a alerté les enseignants et camarades, en particulier pour René, très engagé dans la fanfare de l'établissement. Inquiet, une collègue de Melissa ainsi que le district scolaire ont contacté la police pour effectuer un contrôle de bien-être. Ce soir-là, la police d'Uniontown s'est rendue au domicile des Dunham sur Carnation Avenue. De l'extérieur, tout semblait normal. Pas de signe de désordre, du courrier et des colis encore sur le perron et les voitures de la famille garées dans l'allée. N'obtenant aucune réponse, les agents ont accédé à la maison avec l'aide d'un voisin. À l'intérieur, ils ont fait une découverte bouleversante. Toute la famille se trouvait dans les chambres, présentant des blessures par balle. Jason était retrouvé avec une blessure suggérant un suicide, ce qui a conduit les enquêteurs à penser qu'il était l'auteur du drame. Mais de nombreuses zones d'ombre subsistent quant au déroulement exact des faits. Le chef de la police d'Uniontown, Michael Batchick, avec plus de 23 ans d'expérience, a décrit la scène comme la plus troublante de toute sa carrière. Pour une petite ville comme Uniontown, avec un peu plus de 7000 habitants, c'était une tragédie inattendue et incompréhensible. Très vite, l'enquête s'est orientée vers l'hypothèse d'un conflit domestique. Pourtant, aucun antécédent de violence n'était recensé dans le foyer Dunham. Aucun appel à la police, aucune plainte. La famille paraissait paisible. Melissa était respectée dans sa carrière tandis que Jason travaillait dans le commerce et le développement commercial. Leurs enfants étaient scolarisés et impliqués dans des activités extrascolaires. René dans la fanfare, Amber et René chez les Girl Scouts et Evan passionné par les jeux en plein air. Les voisins Edmond et Denise Gazdaco, proches de la famille depuis près de 20 ans, étaient particulièrement bouleversés. Ils se rappellent les enfants jouant souvent avec leurs petits-enfants. Edmond évoque avec émotion une soirée d'été où ils avaient tous joué ensemble au baseball. Pour eux, la perte est intime, personnelle. Les collègues de Melissa chez BMF ont publié un communiqué exprimant leur tristesse. Elle y est décrite comme une associée précieuse et une amie chère. En 18 ans de carrière, elle avait su gagner le respect tant pour ses compétences professionnelles que pour son dévouement envers sa famille et sa communauté. Son attachement à la région de Greater Akron, où elle avait construit sa vie avec Jason et élevé ses enfants, était bien connu. Aucune trace de problèmes financiers, ni de toxicomanie, ni d'autres facteurs habituels n'a été identifiée pour expliquer un tel drame.
Certains amis ont mentionné que Jason pouvait se montrer parfois autoritaire, mais rien ne laissait présager un tel acte. Le Lake Local School District a immédiatement mis en place un dispositif de soutien pour les élèves et le personnel en deuil. Le directeur, Kevin Tobin, a souligné l'impact profond sur la communauté scolaire, en particulier les camarades de René dans la fanfare. Des psychologues et des ressources en santé mentale ont été mobilisés pour accompagner les élèves. Ce drame fut d'autant plus dur que la communauté avait déjà été endeuillée 2 ans plus tôt par la perte d'un autre membre de la fanfare. Le district scolaire a veillé à offrir un environnement bienveillant aux élèves pour qu'ils puissent traverser cette épreuve dans les meilleures conditions possibles. Quelques jours plus tard, une veillée a été organisée au Hartville Memorial Park à l'initiative des Girl Scouts et Boy Scouts locaux. Les habitants s'y sont rassemblés, bougies à la main, pour rendre hommage à la famille Dunham et partager leur peine. Alors que l'enquête se poursuit, les questions demeurent. Les amis, la famille et les voisins cherchent toujours à comprendre comment une telle tragédie a pu se produire et si elle aurait pu être évitée. Pour Uniontown, une ville qui s'était toujours sentie en sécurité, ce drame laisse une profonde blessure et une interrogation lancinante.